Bonjour et bienvenue sur le balado de Garneau-Ferland. Je m'appelle Steven Garneau et avec mon bon ami Michel Ferland, on est très fiers et très excités de vous présenter aujourd'hui notre tout premier épisode, qui est une rencontre avec François Saint-Arnaud, qui est président fondateur d'une entreprise en technologie qui s'appelle Logisphère. Comme vous allez le constater, François est quelqu'un qui place vraiment les valeurs humaines au cœur de sa croissance d'entreprise, ce qui a donné un entretien vraiment très intéressant. Vous allez aussi constater qu'il y a deux éléments qui sont évités dans le débat. D'abord, la COVID. On n'a pas parlé juste de ça, bien sûr, mais c'était difficile de faire comme si ça n'existait pas. On a eu des bonnes réflexions là-dessus. Puis l'autre élément qui sort un peu plus du champ gauche, c'est l'ordinateur VIC-20, pour ceux et celles qui connaissent ça. Cet ordinateur mythique des années 80. C'est intéressant de voir comment ce vestige d'une autre époque a pu influencer François. Et l'influence d'ailleurs encore aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, bonne écoute. Enfin, notre premier balado, Steven, ensemble. Oui. On accueille notre premier invité aujourd'hui. Vraiment, j'avais vraiment hâte à ce moment-là. Puis j'avais spécialement hâte parce que c'est toi, François. Merci beaucoup d'être là. C'était fascinant pour moi d'entendre. J'avais hâte de le faire parce que j'aime beaucoup parler de management, mais j'avais encore plus hâte de le faire parce que c'est toi qui es là comme invité. Parce que premièrement, tu es un bon gars. Merci. C'est le fun de t'avoir avec nous. Puis personnellement, on a déjà interagi. Puis c'est le fun de passer du temps avec toi. Puis Steven te connaît bien. On se connaît depuis longtemps. On a travaillé ensemble quand même assez longtemps aussi, mais on s'est connus même on s'est connus en dehors du travail avant de travailler ensemble. Donc, c'est bien le fun. Puis moi, j'ai bien hâte parce que je sais qu'il y a quand même, je connais quand même une bonne partie de ton parcours, mais je suis certain qu'il y a des choses, surtout depuis que ton entreprise qui a commencé à croître un peu plus, ben c'est sûr que t'as certainement des choses que je connais moins. Fait que j'ai bien hâte d'en savoir plus sur ton histoire. Ouais. Ben, c'est super. Ça me donne l'occasion de passer du temps avec vous puis de vous en parler, de Logisphère. Ben justement, Logisphère. Logisphère, c'est quoi ça? Mettons, là, j'aimerais ça comprendre c'est quoi cette entreprise-là. Puis, mais avant tout, je veux savoir qu'est-ce qui t'a mené à Logisphère. T'sais, moi, j'ai aucune idée en quoi t'as étudié, c'est quoi t'as fait, c'est quoi qui t'a mené là. Puis souvent, les cheminements sont atypiques dans la vie qui nous mènent à des endroits, fait que ça me fascine beaucoup. T'sais, moi, j'étais en management, j'ai étudié en musique. Et je sais que t'es musicien, mais je sais que t'as pas étudié en musique. Mais je serais curieux de savoir où ça a commencé tout ça. Où a débuté François? Non, effectivement, j'ai pas fait de carrière en musique. J'ai plutôt fait un bac en génie informatique au collège militaire. C'est tout après le secondaire. C'est un parcours là, de 5 ans. Ensuite, j'ai été posté à Québec normalement, mais finalement, je suis sorti de l'armée, mais je suis resté à Québec. J'ai commencé à travailler pour une entreprise Domosis, que ça s'appelait. Ça a duré 5 ans, cette aventure-là. C'était vraiment une belle chance qui était donnée de vraiment apprendre mon métier. On avait l'impression de travailler avec Silicon Valley. On développait notre puce électronique pour communiquer sur les lignes électriques. Puis on se faisait donner beaucoup de responsabilités très jeune. Fait que ça a été une super expérience pour apprendre le métier, de développer des solutions logicielles. C'était très R&D. Très R&D, ouais, très R&D, une petite start-up. Ça, cette aventure-là s'est terminée après 5 ans. Je me retrouvais donc au chômage, pas vraiment inquiet, mais me demandant ce que j'allais faire. J'avais des gens autour de moi, dont Steven, qui m'avait parlé de ça, la consultation. Puis c'était un peu mystérieux. Tu disais, j'ai pas besoin de voir le médecin. C'est ça, exactement. Ça va, je suis pas malade. Puis il y avait tout un langage autour de ça aussi, que je comprenais pas, mais ça m'intriguait beaucoup. Fait que je me dis, je vais me lancer là-dedans, moi, la consultation. Puis, je vais partir ça à mon compte. Mais non, j'ai abandonné l'idée. J'ai plutôt joint à ce moment-là Ellipse, où j'ai finalement travaillé pendant 10 ans comme conseiller en entreprise. Ça veut dire que dans le fond, on est prêté d'une entreprise pour travailler dans les projets avec eux. Fait que ça, quand même, 10 ans où ce que j'ai eu aussi la chance de développer des aptitudes au niveau de la gestion des individus comme coach, tout ça. Fait que c'est une belle aventure qui a duré 10 ans. Puis après ça, à un moment donné, quand je me rendais compte que j'étais tout souvent dans les mêmes mandats pour les mêmes domaines, je me suis dit, il serait peut-être temps que je parte à mon compte. Puis là, j'ai fondé Logisphère Incorporé. Enregistré ce nom-là en 2012. J'ai commencé comme ça, juste à travailler pour mes mêmes clients, le même contexte. Tu étais seul à ce moment-là? Juste seul. C'était vraiment une façon pour moi de me partir de façon indépendante. Finalement, l'idée que j'avais eu 10 ans avant, là, de partir à mon compte, j'ai pris le temps d'apprendre le métier. Je me disais, là, je pense que je serais prêt, puis je vais essayer ça. J'ai toujours un peu une fibre entrepreneuriale. J'avais d'autres affaires autour aussi, là, que des projets d'entreprise. Mais ça, au début, j'avais pas nécessairement de grande ambition.
c'est plus de fil en aiguille avec mes clients que l'idée de proposer des gens, des individus pour venir appuyer leur développement. Okay, ça c'est fait vraiment naturellement. J'ai rencontré là aussi mon associé. De fil en aiguille, c'est ça, on a une croissance. À travers ça aussi, j'ai fait un MBA en affaires électroniques. Je sentais que j'avais peut-être des notions de marketing, de comptabilité d'entreprise ou de finance, tout ça qui me manquait un peu. Fait que, comme bon entrepreneur, je me suis dit, il faudrait peut-être que j'aille rajouter ces cordes à mon arc. Fait que, en gros, c'est ça mon parcours. C'est comme ça que Légifère a été lancé. Une entreprise en service conseil auprès de la grande entreprise, mais aussi on veut développer l'aspect PME, puis aussi le développement à l'interne, soit pour nos clients ou nos propres produits. C'est ça votre raison d'être, dans le fond. Là. Mettons, si je disais, c'est quoi la raison d'être de Logifère? C'est vraiment de l'accompagnement personnalisé dans... C'est quoi? Vous faites des logiciels, de la programme de... Comment c'est... On avait, il y a toujours le questionnement sur la vision, puis vision, ouais, exactement. Fait que c'est beaucoup aider les organisations dans leurs solutions technologiques. Que ça se veut large quand même. Comme mission. Dans les faits, oui, on est développeur logiciel. Donc, c'est ça le créneau. C'est intéressant que le premier mot que vous mettiez, c'est aider. C'est aider. C'est vraiment ça. On veut pas... c'est pas développer, c'est aider. Puis, admettons, toi, si tu me donnais ta carte d'affaires aujourd'hui, là, je sais pas si t'en as une, mais si tu me donnais ta carte d'affaires, c'est quoi ton... On se posait la question, en 2020, une carte d'affaires. Ouais, c'est un peu dépassé. Peut-être un masque d'affaires. Ouais, c'est ça. Mais... On n'a pas fait d'imprimé à date. On avait peut-être l'idée d'en faire pour certains rôles, mais carte d'affaires, c'est un titre. Que tu cherches, je sais pas, c'est ça, je suis un peu allergique au titre. Tu sais, je me présente comme, c'est sûr qu'il y a une partie fondation, ellipse, c'est-à-dire, ouais. Tu l'as tatoué encore, hein? Ouais, quand même. C'est bon, ça. Légifère, c'est beau être moi qui a fondé, tu sais, qui a enregistré le nom, depuis 2012. Mais sinon, tu sais, c'est depuis l'arrivée de mon associé en 2017 où on a vraiment, je peux vraiment considérer qu'on se présente comme une entreprise qui a des visées de croissance, d'ambition de croissance. Mais sinon, c'est ça, c'est associé conseiller principal. C'est comme ça. Fait que dans le fond, vous êtes deux associés. Exact. C'est ça. Fait que vous êtes deux, puis j'imagine que ton associé, il fait partie de ceux qui sont comme dans le développement d'affaires / Pas tant. En fait, c'est ça, on est tous les deux à 100% en mandat. C'est-à-dire que nous-mêmes, on travaille. En fait, moi, présentement, avec les clients actuels, j'ai dit, garde, je suis à 4 jours semaine pour toi, je me garde une journée pour mon entreprise. C'est d'ailleurs, quand même un bon défi, là, mais puis mon associé présentement, lui, il est vraiment là, dans le jeu parce qu'il est dans un mandat qui me tire beaucoup de jus. Là. Il a vraiment besoin d'animer des rencontres virtuelles dans une organisation qui est en train de se fusionner, puis c'est complexe, là. Fait qu'il fait ça, puis en plus, il doit être présent pour nous aider avec l'entreprise, puis en plus, il y a une vie de famille, hein, qui est de 3 petites filles, fait que ça garde occupé. Ça met... Je suis vraiment, c'est comme innovant, on dirait, là, vous êtes comme associés, vous êtes comme les propriétaires de la business, dans le fond, mais comme le côté administratif est comme presque délégué à d'autres mondes. Là, c'est rare, parce que souvent, tu vas avoir une entreprise où la personne, le propriétaire, va être dans le développement d'affaires, ou va se mettre plus au 2e étage, tu comprends ce que je veux dire, là? Ouais. C'est comme si vous étiez les deux au 1er étage quand même, dans le fond, vous faites ce qui vous passionne, puis vous construisez une business autour de ça, j'assume. Là, oui, c'est vrai. Fait qu'on a encore vraiment les mains dedans, on est en mandat, on est au 1er étage, comme tu dis. C'est sûr, par contre, que dire, on doit s'occuper des affaires de l'entreprise, le développement des affaires. Fait que oui, ça se fait à travers ça. Mais oui, tu sais, on est allé, en premier lieu, c'était au niveau administratif qu'on a eu besoin d'aide, mais c'est administratif, donc pas nécessairement au niveau stratégique. Mais on s'est entouré de gens, justement, qu'eux puissent être plus à temps plein là-dessus, puis qu'on se fait des réunions pour en jaser, puis prendre des décisions, puis donner des orientations, mais il reste que tous les deux, David et moi, on aime être en réalisation, être au 1er étage, être au plancher. Fait que oui, il y a un défi là, mais c'est là qu'on table sur l'idée d'aller, on travaille sur aller chercher les bonnes personnes pour nous aider là, à faire ça. Là. Toi, t'aspires-tu plus à être au 2e ou au 1er étage? J'ai quand même pas mal de fun, même ce qui est administratif, gérer l'entreprise. Puis aussi, évidemment, les discussions stratégiques. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça, mais j'aime trop aussi ce que je fais. J'aime le logiciel, tu sais, j'aime en faire, j'aime faire partie de la création de la solution.
De plus en plus, c'est un rôle plus stratégique, donc plus au niveau de l'architecture. T'es plus en train d'écrire des documents qu'écrire du code. Mais là, présentement, mon mandat, c'est très hands-on, il est très concret, les mains dans la machine. Parce que j'imagine que ça se trouve, que ça se voit là, avec certains gens qui ont des commerces, mettons qui se partent un commerce de sport puis qui aiment le sport, d'avoir tendance à aller vers le produit, va être naturel. T'sais. Fait que je trouve ça le fun d'entendre un parallèle de ça, mais dans la technologie. C'est comme si tu disais, moi j'adore faire pas faire du code, là, mais tu sais, je sais pas comment vous appelez ça, mais j'adore être sur le terrain. Faire du code, hein? Peut-être. Je voulais avoir l'air techno 2 secondes. C'est pas du café qui fait du code. C'est ça. C'est comme si t'aimais ça faire ça, puis en même temps, t'as une business à gérer, fait que j'assume que là, tout repart sur le fameux 40 heures semaine dans ce temps-là, mais tu sais, c'est intéressant d'entendre ça. C'est sûr que là, c'est pas une question de... C'est ça, en fait, c'est ça. C'est quand tu lis... C'est la chance d'avoir un travail qui est lié à la passion. C'est moi, je veux dire, l'informatique, je suis tombé là-dedans, j'avais 12 ans, quand il y a le VIC 20 est rentré chez nous, puis là, il y avait des manuels qui venaient avec ça, puis c'était tout écrit en anglais, puis c'est donc puis moi, tu sais, oui, j'ai fait comme je dis jeune, j'ai été introduit aux jeux vidéo, puis tu vois ça chez vous, mais rapidement, j'ai voulu savoir, mais comment qu'ils font? Comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait pour développer un jeu vidéo? Il faudrait peut-être expliquer aux auditeurs qui ont en bas de 35 ans, c'est quoi un VIC 20? Je suis pas certain que le monde va comprendre de quoi on va parler. Vraiment la même année où la IBM PC est sortie, là, dans le milieu des années 80-86 à peu près, il y a eu ça, là, le Commodore, le VIC 20, Commodore 64, puis il y a eu l'Atari. Ça fait que c'est les premiers ordinateurs qui étaient accessibles à la masse, puis ça coûtait pas trop cher. IBM, ça coûtait cher. Le VIC 20, tu peux acheter ça au Radio Shack. Une autre référence qui date. La source. La source aujourd'hui. C'est ça. C'était très accessible. Fait que ça faisait que tu branchais ça dans ta télé, puis d'un coup, ça t'ouvrait une porte vers tout un monde à découvrir. Fait que, moi, très tôt, j'ai eu ce piqûre-là, puis je suis chanceux de pouvoir maintenant faire mon métier. Ouais, c'est ça. Combiner tes désirs d'entrepreneur, puis c'est super. Ah, cool. Je trouve ça le fun. Puis là, on parle de 12 personnes, incluant les 2 associés ou 12 employés? Oui, on s'inclut, nous. Donc, mettons, grosso modo, 10 employés à gérer. Parce que j'assume qu'entre vous deux, vous gérez pas trop. Là. Quoi que des fois, on t'associe. Moi, ça s'appelle une entente d'actionnaire. Mais mettons, tu sais, rapidement, ces employés-là, leur ancienneté, ça varie de quoi à peu près, là? Ça fait combien de temps qu'ils sont en organisation, là? Ah, mais c'est tout assez récent, parce que tu vois, c'est vraiment en 2017, notre association, David et moi, notamment 2017, tu sais, avec les premiers, le plus vieil employé chez nous, il est là depuis 3 ans. C'est vraiment, fait que l'ancienneté n'est pas plus que ça. T'as pas commencé à donner des crayons. Les crayons de 5 ans, c'est ça, exactement, la montre du 25 ans. Non, vous n'êtes pas. pas ça encore. Fait que ça veut dire, François, dans le fond, les premières années de Logusphère, si on peut dire, dans le fond, t'avais ton entreprise, mais tu faisais des mandats, des contrats par toi-même, seul avec toi-même. C'est un peu ça. Au début, Logusphère, j'ai enregistré ce nom-là, c'était une incorporation, mais c'était vraiment juste comme mon travail indépendant, comme conseiller indépendant. C'était pas nécessairement avec des grandes ambitions de croissance. Tout ça. Après ça, c'est plutôt de fil en aiguille à travers mes interventions. Beaucoup de on peut pas engager cette personne-là ou on cherche une personne pour combler. Tu connais-tu des gens, tu peux nous aider à pourvoir un poste, okay. T'as l'air bien connecté, tu connais du monde, je sais pas quoi, bon. Fait que ça s'est fait un peu naturellement de fil en aiguille. Ben ouais, je peux vous aider. Puis à un moment donné, j'ai développé une spécialité dans le secteur défense et sécurité publique, puis ensuite vraiment de sécurité applicative, un peu une niche là, puis que, fait que là, avec la relation avec les clients, certains clients qui sont dans ces domaines-là, mais j'ai pu les aider quand ils ont des besoins de pouvoir, puis pour une raison X, ils peuvent pas embaucher, c'est pas un bon timing, ou ils trouvent pas la bonne personne, ben j'arrivais avec ce service-là. Puis avec un service un peu un service à valeur ajoutée, où la personne est déjà au niveau des codes de sécurité, par exemple, est déjà triée sur le volet, on a fait les démarches. Fait que non seulement tu as une ressource qui est qualifiée, mais elle a aussi cet élément-là qui est validé. Tu sais, c'est comme si dans le fond, tu aidais vraiment des entreprises dans le recrutement, là, parce que dans le fond, tu combles des besoins pour eux qui auraient pris tout un processus de recrutement important qu'ils auraient dû faire, puis finalement, ils font affaire avec toi, puis il y a un lien de confiance. C'est intéressant comme des fois aussi, c'est ça, ces entreprises-là, il y a un peu les mains liées pour une raison, là, le cycle d'embauche où il y a des politiques internes, puis comme présentement, avec la COVID, il peut y avoir une situation où ils sont plus en train de prendre des décisions stratégiques à couper des postes. Ouais, mais de l'autre côté, il y a certains engagements auprès de clients qui sont quand même actuels. Donc là, ils ont eu l'obligation peut-être de fermer des ouvertures qu'ils auraient données à des employés, puis là, ils se tournent vers le service conseil. Fait que oui, on est vraiment un partenaire
pour s'assurer que ces entreprises-là réussissent quand même, malgré les aléas au niveau des individus sur le payroll, qui puissent quand même livrer leurs obligations. Fait que c'est beaucoup un outil pour les grandes entreprises qui peuvent se permettre, disons, une compagnie d'assurance qui dit on a besoin d'un gros développement, on a besoin de 300 personnes pour travailler là-dessus pendant 3 ans. Ou on ne sait pas exactement, ça va fluctuer dans le temps, mais cette fluctuation-là, au lieu d'engager des permanents, on va aller chercher de l'aide externe, on va monter l'équipe, on va donner un grand coup, puis quand ça sera terminé, le consultant, lui, il est content, il a fait son travail, il passe à un autre client. C'est ça, merci. Fait que ça donne une flexibilité sur ce qui est un outil surtout accessible à la grande entreprise, en ce que j'appelle la consultation traditionnelle. Comme à Québec, il y a beaucoup de sièges sociaux puis d'organismes gouvernementaux. Oui, pareil, gouvernementaux, c'est ça. Fait qu'eux peuvent utiliser, sont peut-être plus habitués à utiliser ce mécanisme-là. Les PME, moins, mais moi, c'est vraiment un désir personnel. Là. Je veux développer ça. Je veux venir... Il n'y a rien comme être à côté d'un entrepreneur qui a un problème technologique. Oui, c'est peut-être du logiciel, mais en gros, il y a de la difficulté avec ces systèmes d'information ou l'intégration de plein de trucs. Ici, il y a une idée assez claire de ce qu'il a besoin, mais il ne sait pas comment le réaliser. Puis d'arriver là comme personne qui est plus habilitée avec la technologie, puis lui offrir une solution qui change sa vie, ça, c'est vraiment, vraiment trippant. Wow. Malgré que c'est plus difficile comme contexte, parce que les entrepreneurs sont toujours, ils tiennent leur entreprise à bout de bras, ils n'ont pas de temps pour toi, puis ils sont pas habitués à faire affaire avec l'externe comme ça. Sont souvent très occupés, ils ne veulent même pas s'occuper de toi pour te nommer leurs besoins. Ça reste extrêmement valorisant quand tu réussis à leur livrer une solution, puis que... Ouais, puis... Ça change leur vie. Ouais, puis je peux comprendre que... ça, c'était beau, ça. Je peux comprendre que, toi, en tant qu'entrepreneur, tu peux avoir de l'empathie pour un entrepreneur, puis de comprendre les réalités qui fait qu'il n'y a peut-être pas de temps. Fait que, tu es capable d'ajuster ton... Ouais, c'est ça. Je peux très bien comprendre leur situation, de manquer de temps. On court tous après notre temps. Puis que la journée que tu as une solution en main, il faut pas que tu te battes avec la solution. Tu veux qu'elle s'adapte aussi à ton besoin et non l'inverse. Tu n'as pas à t'adapter à l'outil. Fait que je comprends cette réalité-là. Puis je peux avoir ce regard-là. Je peux comprendre ce besoin-là des entrepreneurs. Puis si on parle de force vive qui entoure le Légifère, là, mettons, comme quand tu as commencé à avoir des besoins, tu as demandé, tu as dit, ça me prend du monde, je peux pas tout faire tout seul, ou on peut pas tout faire tout seul. Comment tu t'es pris, mettons, pour attirer du talent? Surtout au départ, là, c'était quoi tes réflexes? Comment tu fait pour avoir des gens dans ton équipe? La première approche a été très naturelle. Ça a été David, l'associé. Je l'avais rencontré justement, c'était un client où lui était comme employé. Puis il était intéressé de savoir comment j'avais fait ça, partir à mon compte, c'est quoi les étapes puis tout ça. Fait que je l'avais un peu coaché à comment faire ça. Et ça nous avait rapprochés. Puis à un moment donné, on avait une idée de projet qui avait été développé dans une petite entreprise, comme un prototype, puis il s'est intéressé à ça. Fait qu'on s'est mis ensemble pour engager des stagiaires au début pour travailler là-dessus. Quelques étés. Fait que là, c'était une première expérience, un peu dans recrutement. On se disait, si on est capable d'avoir des stagiaires un bout de temps, puis ça les intéresse, peut-être qu'ils vont faire quelques stages, peut-être quand ils ont fini aussi, ils vont vouloir rester, peut-être. On peut les engager. Ça, c'est une stratégie. Les stagiaires, est-ce que tu les prenais où, à fond? Comment qu'on les a trouvés, nos stagiaires? Il y a, à travers une autre expérience d'entreprise, parce que je suis aussi impliqué dans une start-up, on a fait affaire avec les services de placement de l'Université Laval. OK. Puis j'avais eu une bonne expérience. Puis à travers ça, ils nous avaient bien fait ça, parce qu'on avait une journée où on a passé 10 personnes en entrevue. OK. Vraiment back-to-back. Là. Puis de cet exercice-là, on avait identifié une personne qui vraiment ressortait du lot, puis on l'avait engagé. La deuxième personne aussi, finalement, au début, on cherchait un, on a engagé deux. Fait que c'est à travers les services de l'Université Laval. Fait que un des gars, il est resté dans l'entreprise en question, puis l'autre, je l'ai recruté. Fait que les services de placement de l'Université Laval, nous, ça a bien fonctionné, mais ça, c'est pour des juniors, évidemment. Ouais, c'est des étudiants ou du monde qui termine? Idéalement, tu vas avoir des gens qui terminent, parce que sinon, ils retournent à l'école, tu perds le contact. Mais on se disait que quand même, on peut commencer le contact jeune, puis s'ils ont aimé l'expérience, ils vont venir. Fait que c'était une stratégie qui est quand même assez difficile, étant donné que t'as pas un lien vraiment permanent avec ces gens-là. Mais sinon, pour attirer, au début, il y avait deux besoins. J'avais besoin d'une aide administrative. Là, c'était vraiment les fins de mois, parce qu'on a un cycle de facturation fin de mois. Puis là, j'étais dans une situation où j'avais beaucoup de sous-traitants. Parce que ça, c'est un autre élément on parle d'employés, mais il y a aussi beaucoup de relations en sous-traitance. Ouais. Dans justement les services offerts au niveau de la sécurité industrielle, une espèce de niche qu'on s'est faite en sécurité publique, puis en défense et sécurité. Là, on peut
aider des entreprises à avoir accès à des contrats au fédéral en particulier qui n'auraient pas accès autrement. Et là, ça crée un moment donné, là, les fins de mois. Chaque individu était sur des tâches différentes, de contrats potentiellement différents. Il y avait toutes des redditions de comptes à chaque mois, en plus de la facturation. Ça. Je faisais tout ça moi-même. J'avais mon Excel. Puis, regarde, là, je disais, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Fait que le premier réflexe, ça a été qu'il faut aller chercher une aide au niveau administratif puis comptabilité. OK. Fait que ça, c'était la première idée. Puis là, on trouvait pas comme des affichages de sites web. C'est beaucoup le bouche à oreille aussi. Ça fonctionnait pas. Un moment donné, un drôle de concours de circonstances. C'est vraiment notre conseiller chez Bell. OK. C'est un lié d'amitié. Puis là, je connais quelqu'un. Puis un moment donné, c'est pas vraiment elle, les services comptables, elle est plus ressources humaines. Puis là, on se disait, maintenant, dans le fond, on est une entreprise. C'est ça le cœur de notre business. C'est les gens. On va pas prioriser une embauche pour une aide pour faire un aspect vraiment juste administratif puis comptable. Non. Cette fille-là, c'est le courant, ça a toujours tout de suite passé. On l'a embauchée. On dit, regarde, on va plutôt prendre une fille d'RH. Elle apprendra à nous aider côté administratif, plutôt que faire l'inverse. Fait que ça a été une grande révélation pour nous dans le choix de... En fait, c'était une rencontre fortuite qu'on pourrait bien dire que c'était une grande décision d'affaires. Non, c'est vraiment opportuniste. On a rencontré cette fille-là, on dit, c'est elle qu'il nous faut. Puis après coup, on a dit, ça c'est un coup de maître. Mais sur le coup, moi je cherchais comptable. Vous avez bougé le poste pour qu'il fitte avec le candidat que vous aviez pratiquement. Là, exactement. On a trouvé la personne, puis on a scrappé la définition de l'emploi, puis on a écrit une autre pour elle. Ça, on voit ça de plus en plus en affaires aujourd'hui. Souvent dans des petites entreprises. C'est plus vrai dans les petites entreprises, dans des très grandes entreprises. On dit souvent ça qu'on se trouve à choisir des gens d'abord et avant tout. Absolument. Puis après ça, à trouver l'endroit, de façonner l'emploi ou la responsabilité autour de ses forces. Là, c'est un peu un écho à Ellipse que vous aviez comme... Oui, c'est un peu ça qu'on essayait de faire. C'est ça, dans un contexte de service conseil, je peux comprendre que c'est peut-être des fois moins évident parce que tu as des besoins précis que tes clients t'émettent, mais quand tu es dans un mode comme, mettons, l'autre volet de ton entreprise, tu développes des VIC-20, tu disais. C'est ça. Mais mettons l'autre volet où tu développes plus des solutions, je dirais par vous-même pour les mettre sur le marché ensuite, tu as peut-être plus de souplesse encore pour mettre les gens dans des rôles de responsabilité qui fêtent vraiment avec eux. Oui, effectivement. Pour ce qui est pour l'embauche, en fait, c'est ça. Si tu pars avec le principe, on part avec certains principes. Il y a une pénurie de main-d'œuvre en TI. Puis à un moment donné, on aurait peut-être pu craindre avec la COVID que ça soit plus une réalité, mais c'est toujours une réalité plus que jamais. Donc ça, c'est vrai. Il manque de monde. Parfait. Donc la job ne manque pas dans différents secteurs. Fait que là, nous, on a pris l'approche de dire, on va y aller avec, on va prioriser. Tu sais, c'est là où la poule. T'as personne, tu peux pas les placer sur des mandats, t'as pas de mandat, tu peux pas engager personne. Bon, qu'est-ce que tu priorises? On priorise l'embauche. Fait que si tu rencontres une personne, puis que le courant passe, c'est vraiment au niveau de la personne, on y trouvera bien quelque chose à faire. C'est un peu l'approche qu'on a décidé de prendre. Fait que stratégiquement, on essaie de multiplier les rencontres dans différents canaux d'individus. On va à leur rencontre, on leur explique notre projet, le courant passe, on aime la personne, on l'embauche. Puis c'est notre responsabilité de trouver un travail. Puis ça, c'est supposé d'être le bout facile en théorie, parce qu'en TI, les demandes sont vraiment fortes. Puis oui, il y a des demandes précises, mais il y a certains facteurs souvent qui restent selon les secteurs. Fait qu'on sait, on a un prototype. On a une idée à peu près ce que les gens recherchent dans différentes grandes technologies, dans nombre d'années d'expérience. Fait qu'on est capable de dire, cette personne-là ça serait un bon candidat pour aller tel genre en de entreprise, mandat, tel genre de demande. Ou sinon, de toute façon, nous, on veut développer le volet interne. Rendu là, tu as plus de flexibilité. Puis l'idée de pouvoir jouer aussi avec les deux. Regarde, on va t'embaucher. Des premiers jours, si tu veux faire du mandat, mais pour l'instant, on n'a rien là. C'est difficile de faire synchroniser les trucs. Là. On va t'embaucher à un moment qui te convient. On va te mettre au travail sur des projets à l'interne, sur nos produits, en attendant qu'on trouve le bon, que ça se synchronise par rapport au développement de pour te trouver le bon mandat. Fait que ça nous permet de... Là, je me retire. Répétons ce que tu as dit tantôt. Non, mais c'est vrai, t'es comme...
moi, je vois vraiment que Logisphère, c'est vraiment... Je pense comme fou, Logisphère. C'est Oui. Tu sais, c'est vraiment une entreprise qui est pour quelqu'un en affaires comme moi, normalement, là, tu sais, qui est pas dans la technologie. C'est atypique. Tu sais, dans le fond, tu vends du monde, là, pratiquement. Là. C'est ça que tu vends. Hein. Tu vends des ressources, tu vends du talent, tu sais. Oui, on vend les services de nos conseillers. C'est ça. Ça sonne mieux. Mais pas ce que j'ai dit sur ton site web. Mais tu sais, je trouve ça atypique versus ce qu'on est habitué à la fameuse embauche, puis tu sais, on a moins envie d'explorer avec toi c'est quoi une entrevue pour embaucher chez Logisphère, parce que j'ai l'impression que ça doit être différent d'une fois à l'autre, parce que probablement que tu t'adaptes beaucoup à la personne qui est devant toi quand tu... Effectivement. Nous, quand il y avait, tu sais, on n'a pas le concept de formulaire ou de démarche d'entrevue très scripté, là, si on veut, là. C'est sûr. Parce que c'est vraiment au cas par cas. Puis c'est sûr que quand on est devant nous, puis il y avait une question, comment qu'on trouve les gens, parce que oui, du personnel de soutien, c'est une chose, mais sinon, pour des gens de notre domaine, c'est beaucoup par des rencontres passées, tu sais, le fait qu'on ait été conseillé dans différentes organisations de rencontrer des gens, c'est beaucoup par nos réseaux, des gens qui nous connaissent déjà, quand on les approche, on dit, t'as-tu envie de vivre l'expérience avec nous? On est en train de bâtir de quoi, t'as-tu envie là, de venir nous aider? Fait que c'est parce c'est donc basé sur des connaissances, des gens à qui on a confiance, puis qu'on sait qu'ils risquent d'être intéressés par notre projet. Mais si c'est des gens qu'on connaît pas, déjà que quelqu'un arrive, puis il y a déjà ce qu'on appelle un CV de consultant. C'est souvent, tu sais, un document de plusieurs pages qui est très différent du CV qu'on s'est fait dire comment faire à petite école, là. 2 pages, pas plus, parce que les gens pas de tête. Non. Comme un portfolio, presque, là. Ouais, effectivement, exactement. Ça ressemble pas mal plus à ça. Okay. Pour vraiment, là, détailler chacune des interventions. C'était quoi les technologies? C'était quoi le contexte? Fait que là, ça devient vraiment comme un document. Fait que quelqu'un qui t'arrive en entrevue, qui a déjà tu le connais par la bande, parce que tu l'aurais croisé. En plus, tu arrives avec un CV comme ça. Tu sais, sa compétence est déjà établie, là. Fait que dans le fond, t'as pas à focuser sur le to-do tant que ça, c'est plus sur le to-be. C'est le to-be, c'est très savoir-être. Nous, c'est là qu'on... Fait que nos entrevues sont beaucoup axées là-dessus. Oui, on va briser la glace, on va parler de nous, notre projet. Ensuite, on sert du CV juste pour, comme feuille de route pour... Parle-nous de ton expérience à cet endroit-là. Dans le fond, ça devient ton questionnaire. Quasiment. Oui, effectivement, c'est ça. Qu'est-ce que t'as fait, là? Puis qu'est-ce qui t'a... Puis après ça, on pose des questions du genre... ça a été quoi tes défis, là? De quoi t'es le plus fier? C'est quoi l'enjeu? Y a-tu Parle-nous d'une fois où ça a moins bien été. Puis c'est ça, c'est quoi tes fiertés? C'est quoi que t'as envie de faire? Si t'avais le choix du mandat idéal, ce serait quoi? C'est quoi qu'on va chercher ça? Puis dans cette façon de réagir, on est plus dans l'humain, à savoir, OK, cette personne-là, si elle était ambassadrice de nos valeurs en clientèle, on serait-tu fiers d'avoir ça, c'est un ambassadeur de nos valeurs. C'est plus ça qu'on évalue, savoir cette personne-là. C'est pas tout le monde qui est fait pour service conseil, mais nécessairement, tu t'envoies quelqu'un en clientèle, tu veux ça, tu veux que cette personne passe bien. C'est pas mal plus facile de passer quelqu'un de peut-être un peu moins compétent, mais très aimable, très bon au niveau du savoir-être. Que le contraire. Que le contraire. Ouais. Contraire, ça passe pas partout. Il y a des cas comme ça de gens, des experts de leur domaine, tu regardes le code qu'ils créent, puis c'est des œuvres d'art, mais t'es pas capable de les avoir dans une équipe, fait que ça marche pas en consultation. C'est ça. Ça pourrait marcher déjà difficilement dans une équipe de travail, mais encore plus dans un contexte où tu l'envoies chez un client, avec ce que ça implique d'image de ton entreprise. Puis aussi, c'est difficile. C'est pas donné à tout le monde. Tu débarques quelque part, parachuté, tu connais pas la culture d'entreprise, tu sais pas comment les gens se comportent. Fait qu'il faut que tu apprennes à écouter avant de parler. Ça prend quand même des habiletés politiques, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a chez qui c'est inné. Tu vois tout de suite, c'est des gens qui s'adaptent bien. Puis d'autres, il y a quand même de la place pour des gens qui sont moins bons de ce côté-là, chez nous. En fait, c'est ça aussi. On se dit, la mesure où on accepte, puis que ces gens-là, oui, ils peuvent être dans notre équipe, puis c'est peut-être pas leur grand talent d'aller en clientèle, mais il faudrait quand même travailler sur des projets à l'interne, puis qu'ils se fassent partie de l'équipe chez nous, puis que, dans la mesure où l'équipe avec laquelle cette personne-là travaille, ça donne bien que cette personne-là, c'est ça qui compte en bout de ligne, là. Même si c'est pas peut-être le candidat idéal envoyé en consultation, il a trouvé une équipe chez nous avec qui ça va bien. Puis François, j'avais une question sur on est dans le thème du recrutement. Tantôt, tu faisais référence au fait que tu embauchais des fois des gens comme, je sais pas si tu utilisais le mot pigiste, parce que sous-traitant, je pense que tu disais comme sous-traitant ou à la pige, tout ça, pour compléter des fois des équipes. Puis des fois, tu as des gens qui sont, mettons en bon français, sur le payroll, là, des gens qui sont des employés internes de ton entreprise. Puis en termes de recrutement, est-ce que tu
fais une distinction, toi, dans les façons de rejoindre ces deux clientèles-là. Mettons que tu sais que tu as un projet, tu as un mandat, tu as un besoin, puis pour différentes raisons, tu dis, ben ça, c'est un sous-traitant que ça me prendrait pour ça, ou là, je voudrais embaucher quelqu'un à l'interne. Est-ce que tu t'y prendrais différemment pour les rejoindre? Ben, poser la question, ça me ferait peut-être, faudrait s'y prendre différemment, mais non, on s'y prend pas différemment. Nous, c'est plus, ça va essayer de rejoindre des gens en premier, peu importe la façon qu'ils sont employés. C'est sûr que si quelqu'un qui est un pigiste, justement, bon, ben, lui-même, s'il est disponible pour des mandats, il va être à l'écoute. Sur les réseaux sociaux, ben, LinkedIn en particulier, qui est peut-être la façon que nous, on privilégie de rejoindre les gens. Donc non, on se le présente pas c'est pas différent pour nous. Souvent, on va l'apprendre même. Ça nous est arrivé de l'apprendre en entrevue. La personne, elle arrive, puis on veut l'embaucher. Là, mais elle dit, non, moi, je suis pigiste. Ah, ok. C'est sûr que ça vient. Il y a peut-être une déception parce que nous, on a quand même des objectifs de faire croître l'entreprise. Mais, dépendant du contexte, s'il peut y avoir une valeur ajoutée du fait de passer par le Logifère, on va le considérer. Mais c'est plus au niveau. Fait que c'est plus. Selon le contexte mais on procède pas différemment. Okay. Pour ce qui est de rejoindre les gens, non, on procède pas différemment. On était membre de l'ACI, une certaine, David et moi, de façon indépendante, l'Association québécoise des informaticiens et informaticiennes indépendants. Okay. Fait que souvent les pigistes vont s'afficher là-dessus. Puis nous, on se dit, on va être membre de ça pour justement rejoindre cette communauté-là. Mais dans une optique de croissance. Premièrement, nous-mêmes, on n'est plus indépendants, donc on n'est plus membres. Puis ensuite, notre objectif, c'est plutôt de faire croître l'entreprise, développer la culture organisationnelle à l'interne. Fait que c'est pas tant des pigistes qu'on recherche, fait qu'on procède pas différemment. Mais si on avait, par exemple, à développer une relation privilégiée avec une plus grosse entité, qui c'est pas un pigiste, mais c'est une entreprise, un organisme, une société, qui a ses propres employés, mais qu'on doit faire affaire avec leur service. Mais là, on a déjà, à travers nos contacts, des relations privilégiées de gens qui font ça. Fait qu'on peut s'adresser au chef d'entreprise directement en disant, hey, t'as-tu quelqu'un? Mais, fait que c'est à la pièce selon les contacts qu'on a déjà. Mais sinon, c'est ça, des appels à tous, puis des fois on apprend. Ah, mais non, je veux rester pigiste. On essaie des fois de les convaincre autrement, mais généralement, les gens qui sont mis dans la tête, qui développaient leur indépendance, sont pas prêts à devenir employés. Fait que ça revient à dire, François, je peux me permettre, ça revient à dire que vous focussez vraiment, vous mettez vos efforts pour trouver des gens qui ont des profils, puis qui ont des aptitudes, mettons, et une attitude. Puis ça, c'est beaucoup plus fort que le lien d'emploi que vous allez avoir avec eux ou les mandats que vous avez. Tu sais, on reste quand même que d'abord, vous faites appel d'abord et avant tout. Vous voulez trouver par vos opportunités ou votre bouche-à-oreille, on parlait tantôt, des gens qui fitteraient chez vous. Après ça, le reste, c'est presque accessoire, le lien d'emploi qui sont avec vous ou que... Peux-tu dire ça comme ça? Ou, mis à part peut-être l'objectif de croissance d'avoir des gens à l'interne qui vont rester avec vous plus longtemps, mais... Ouais, mis à part cet objectif-là de croître et aussi certaines contraintes au niveau ce qu'on appelle la sécurité des contrats, là, où ce que là, il y a vraiment des guides à suivre par rapport aux relations entre les entreprises et les individus. Okay. Fait que là, t'es comme, dans certains cas, c'est plus rigide, là. Le contexte est plus rigide. Mais nous, de notre point de vue, effectivement, c'est ça. On cherche des fits. Au niveau personnel, des gens qu'on veut dans notre équipe. De valeur. Au niveau des valeurs. Surtout, tu faisais référence que tu veux des ambassadeurs. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que l'ambassadeur, tu veux qu'il aille plus loin, j'imagine, dans ta culture d'entreprise pour la promouvoir et la répandre. Qui reste plus longtemps, là, puis c'est ça. Parce que nous, c'est ça, pour les attirer, ces gens-là, on va leur parler de notre vision, on va parler de nos valeurs, on va essayer aussi de vivre nos valeurs au quotidien, pour de toute façon, ça se fait naturellement, mais pour les motiver aussi à les véhiculer, à les vivre eux aussi, puis s'ils s'affichent comme Logifère, mais on peut donc imaginer que c'est parce qu'ils ont à cœur ces valeurs-là, puis qu'ils en font la promulgation. Puis, mais d'ailleurs, tu sais, mettons qu'on parle, parce que là, on a parlé de recrutement, là, je comprends que dans dans ton domaine particulièrement, il y a un écosystème, là, tu sais, que vous utilisez aussi, là, tu me parlais d'une association, tout ça, puis, fait que j'imagine qu'il y a comme un écosystème autour des consultants, puis des gens dans ton domaine, fait que ton pôle de recrutement, il gravite autour de ça un peu, là, mais une fois, là, mettons que tu as une ressource que t'as embauchée au sein de Logifère, tu dis, cette personne-là, elle fit, là, comment ça se passe une première journée chez Logifère? Moi, je veux dire, je commence à travailler, puis là, je m'en vais-tu chez le client? Je m'en viens-tu ici? Comment ça marche? Je m'en vais-tu chez vous? On a fait une nouvelle embauche en pleine COVID. On a une embauche qui a commencé au mois d'avril. C'est intéressant. Évidemment, on avait les approches avant le confinement, mais
cette personne-là a reçu... premièrement, on dit aux gens, vous avez le choix de vos outils. On peut vous conseiller des outils parce que, comme conseiller, ton outil de travail, c'est l'ordinateur. Dans certains contextes, il va être fourni par le client, mais de base, ça te prend un ordinateur. Fait que c'est quoi tu veux, une machine commande-la, puis elle va être livrée chez vous. Là. Puis tu vas... au début, on va la configurer pour elle, cette personne-là. Mais on se rend compte, surtout des gens qui sont très techniques, ils aiment bien ça, de recevoir les boîtes puis les ouvrir. Puis configurer eux-mêmes. Puis tu sais, c'est quand même, regarde, t'as choisi ta machine, tu la mets à ton goût, c'est ton outil de travail. Fait que ta première journée, c'est pas mal ça, là. Au bureau, ça serait la visite des bureaux, trouver une place pour l'installer, puis garde, installe ta machine là, mais tu fais l'unboxing toi-même. Fait que t'as choisi tes outils, t'as eu ton mot à dire dans les outils qui sont à ta disposition. Le téléphone cellulaire, même chose aussi qu'on fournit. Fait que c'est ça. Fait que la première journée, c'est de prendre possession de ces outils-là, prendre aussi le tour des processus administratifs, des documents. On a un document qu'on appelle le guide de la recrue. Qui est pour donner certains repères, comment on travaille. On a nos valeurs, mais aussi au day-to-day, c'est quoi les outils administratifs, c'est quoi les liens de communication. Expliquer qu'on est aussi très une organisation aplatie, tout le monde peut parler à tout le monde. Puis en fait, on veut que les gens s'approprient l'entreprise. On est très inspiré par le concept d'entreprise libérée. Où tu t'engages les gens, tu leur donnes les moyens, tu leur fais confiance, puis tu les laisses aller. Là. Mais il faut qu'ils soient partie prenante des décisions, puis on essaie de les impliquer le plus possible aussi à cet égard. Comment tu fais pour en fait, ma question va avoir deux facettes, là. Comment tu fais quand t'es pas en COVID pour impliquer tes employés? Comment ça se traduit? J'implique les employés dans les décisions, puis comment tu as traduit ça en COVID après? Là? Fait que dans un premier temps, l'idée c'était de faire au moins une fois par année une espèce on appelle ça un lac à l'épaule, au deuxième étage, mais là, un lac à l'épaule plancher, là, tout le monde est impliqué. Une espèce de grand conseil général. Puis d'avoir, avoir peut-être certaines présentations préparées pour un peu guider les réflexions, mais après ça, vraiment, là. Puis on a dans le sein de nos conseillers, on a des gens qui sont des coachs agiles, des coachs en agilité, fait que des gens qui sont déjà l'habitude d'animer des rencontres de brainstorming. Fait qu'on les met à profit, regarde, animez-nous, tu sais. Fait que à l'interne même, on a des gens outillés pour nous aider dans cette réflexion-là. Fait que là, pour prendre pour faire ça sur des brainstorms, sortir des idées, puis éventuellement sortir de là des grandes lignes directrices. Fait que ça c'est, on l'a fait une fois en plénière, là où on avait tout le monde. Avant ça, c'était mon associé et moi qu'on s'était fait cet exercice-là. Mais sinon, si on voulait faire ça à chaque année, on était dû pour le refaire, mais là, bon. Avec le COVID, on l'a pas fait. Fait que ça, j'avoue que c'est un grand défi. Présentement, on est plus en mode on attend, on sait pas trop comment qu'on fait pour garder les liens de communication. On fait juste rappeler aux gens, on a un petite lettre interne qu'on envoie par courriel, garder les gens informés, leur demander aussi leur feedback. Mais tu sais, c'est ça, là, on sent que les gens sont tannés, les 5 à 7 virtuels, ça marche plus. Fait qu'en temps de COVID, c'est difficile. On essaie, tu sais, on dit, regarde, tout le monde est dans le même bain, on attend tout que ça passe, puis on essaie de garder le moral. Ça fait que on continue à se parler beaucoup au quotidien à travers les outils virtuels. Là, mais pour ce qui est de vraiment là, faire une activité très rassembleuse, pour travailler ensemble, définir la suite chez le cheval. On voulait faire cet exercice-là en équipe. On veut pas la faire virtuelle. Fait que pour l'instant, on attend. Puis, on a mis en pause un peu cette réflexion-là. On est en veille, on est en attente. Excusez-moi, tu as l'impression que ça a un effet sur le sentiment d'appartenance, sur la motivation, la mobilisation de tout le monde? Que oui, forcément. Forcément. Mais tout le monde est tanné, mais de la situation. T'sais. Pas de... Fait que, en même temps, les gens sont pas en train de chercher à travailler ailleurs. Tout le monde est un peu en mode pause. En se disant que c'est un peu pareil partout. C'est ça. Je pense que c'est ça qui nous sauve. C'est sûr que si c'était juste chez le Logifère qu'on vivait ça, c'est sûr que tout le monde irait ailleurs. Mais aussi que tu vas aller. T'sais. Là, t'es bien, tu te sens à la maison, guillemets, chez le Logifère. Je pense que c'est ça que les gens ils sentent qu'ils sont bien... sont quand même dans une organisation qui vous voit leurs intérêts. Puis, présentement, je pense que tout le monde est un peu en attente que ça passe, c'est ça. Effectivement, il n'y aurait pas plus de parties de Noël ailleurs. C'est un peu ça. Fait que là, on a quand même nous, on se questionne quand même, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Après avoir annulé notre 5 à 7 de la rentrée, notre sortie familiale aux pommes, c'est des activités qui même si c'est juste 3 ans, mais qui devenaient quasiment une tradition après la première année. C'est des choses qu'on s'imaginait faire à chaque année. Puis là, de toujours, tu sais, là, on vit de déception en déception. Ah, ben là, il y a une petite fenêtre, là, on déconfine, on va y aller, puis là, zone rouge. OK, bon. C'est sûr que c'est un défi. C'est un défi, puis on est un peu à court d'idées à savoir comment garder le lien comme ça.
Parce que moi, le premier aussi, il arrive 5 heures, là, j'ai pas le goût de rester dans mon oreille. J'ai passé la journée devant l'écran avec mes écouteurs, tu sais, j'ai le goût de décrocher. Fait que là, dire, on a un 5 à 7 virtuel, on l'aurait essayé, les gens disent, ah oui, ça marche un peu, mais il y en a qui sont juste tannés. Ben, c'est sûr. Ça, de 5 heures, on peut faire autre chose. On irait prendre une bière. Mais non, c'est ça. Fait que, ça, c'est un défi. Puis ça reste quand même aussi un défi en consultation en général. Comment bâtir une culture d'entreprise quand tout ton monde est en clientèle? Parce que c'était, chez les Lips, c'était un des grands défis. C'est qu'on avait développé avec Steven, le concept des coachs. Puis, mais ça se passe beaucoup. La culture d'entreprise, ça se passait beaucoup sur l'heure du dîner et les 5 à 7. Fait qu'en dehors des heures, parce que les gens travaillent en mandat. De façon éparpillée. De façon éparpillée. Fait que c'est quand même un super défi, puis ça, on le vit aussi. Mais pour pallier à ça, une des stratégies, mais aussi pour qu'il va rejoindre mes intérêts, c'est l'idée d'avoir aussi un bureau de développement, d'avoir éventuellement nos locaux, vraiment à nos couleurs, les gens s'approprient l'espace. C'est juste vraiment un mauvais timing parce qu'on était là-dedans. En 2020, on se questionnait, on commençait à chercher un local qui serait vraiment à nos couleurs, puis se l'approprier, puis de bâtir à travers le lieu et les gens qui l'habitent une culture d'entreprise, puis qu'il y ait tout le temps au quotidien des gens qui occupent l'espace. Ça faisait partie du plan. Le timing est pas bon, mais on le met sur pause, ça reste, à moins que vraiment on vive dans un monde nouveau, puis qu'il faut tout le temps, on n'a plus besoin de bureau, personne, mais je le vois pas. Fait que nous, je pense que on va garder cet élément-là comme facteur important à la culture d'entreprise. Tu sais, c'est fascinant pour un employeur dont les employés sont rarement sur le site du travail, que t'aies une préoccupation à avoir un endroit où les gens vont trouver un port d'attache, en fait, presque, tu sais, là, une espèce de... Moi, je trouve ça vraiment fascinant, là. Tu sais, tu sais quoi, dans un band? Oui, c'est ça. C'était un temps, absolument. moi, j'étais le drummer, ça se passait chez nous, j'avais le local de pratique. Quand les gens venaient chez nous, il se passait de quoi, tu sais? Je les accueillais, on avait notre local, tu sais, tu peux laisser des affaires traîner, la semaine d'après, tu reviens, tu retrouves tes repères, il y a quelque chose qui se bâtit, là, dans le groupe. Oui, absolument. Que tu vis difficilement sans le lieu commun, puis la relation sociale dans le lieu, qui est ton lieu. C'est ta salle de pratique de ton groupe. Wow. C'est un peu de la même façon que je trouve qui pouvait avoir manqué dans d'autres entreprises où j'ai vécu, où j'ai vu. Qui moi, ça me tient à cœur. Fait que c'est ça. Fait que cette idée-là d'avoir notre lieu, de le mettre à nos couleurs, que ce soit notre groupe, ça reste une valeur, un but important pour moi à atteindre, pour le Logifère. C'est juste pour l'instant, on est sur pause. Non, mais c'est clair, mais tu sais, je trouve ça vraiment impressionnant de voir parce qu'il y a beaucoup d'entreprises technologiques qui on a tendance à avoir l'idée préconçue que les entreprises technologiques vont l'avoir plus facile dans la COVID parce que de toute façon, c'est des gens d'écran. Là. Ce sont des gens d'écran, mais là, je trouve ça intéressant. C'est vrai, ça, parce que c'est vrai qu'on l'a plus facile. C'est déjà des gens habitués à la technologie. Ils ont déjà leur cadre d'écoute. Ils sont déjà familiers avec ce genre de technologie-là. Fait que oui, c'est plus facile. Mais il reste qu'on est des humains, là, puis il va falloir qu'on se réunisse un moment donné, là, que ça soit juste pour rester sain d'esprit. Puis aussi, tant qu'à faire, développer le sentiment d'appartenance davantage, puis créer des liens avec les gens, parce qu'à un moment donné, le virtuel, ça c'est limite. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on entend souvent, dans le contexte de la COVID, on entend beaucoup parler, mettons, dans les médias, des entreprises où les gens font affaire, les employés font affaire directement avec des clients, tu sais, fait qu'on on voit très concrètement les effets de ça, là. On pense à un commerce, une pharmacie, une épicerie, où les gens, mettons, qu'on parle de patients ou de patients ou d'étudiants, là, dans le secteur de la santé ou de l'éducation, c'est assez évident de voir les impacts de la COVID là-dessus. Puis quand on pense à des gens qui ont plus du travail, disons, de bureau, là, comme tu fais, ben, on a tendance à entendre plus qu'il y a quasiment que des avantages au télétravail, hein, que c'est donc bien le fun, c'est donc bien merveilleux, puis tu sais, j'entendais encore quelqu'un la semaine passée qui disait, ben, j'ai l'impression qu'on a comme devancier de 10 ans l'adoption du télétravail de façon assez massive au Québec. Fait qu'on voit toujours ce côté-là, mais il y a vraiment des désavantages aussi, puis tu sais, t'en parles, le sentiment d'appartenance, le port d'attache que tu perds, tu sais. C'est pas, il y a pas que du positif, même pour les gens qui sont déjà outillés pour travailler à distance comme tu le fais, hein, c'est ça. Non, effectivement, mais c'est vrai que c'est dans notre domaine, puis je suis content, ça a aussi ouvert des possibilités qui l'étaient pas. Comme moi, je devais, normalement, pour le travail que je fais, être physiquement dans un lieu, un laboratoire sécurisé, là, que tu ne peux pas travailler autrement que dans ce laboratoire-là, pour des raisons de sécurité. Mais là, il y a eu la fermeture, puis là, d'un coup, mais certains des travaux, où les priorités ont changé, puis là, ça a permis de travailler à distance. Puis je suis pas mal mieux installé, du point de vue ergonomie, chez nous, puis je perds beaucoup moins de temps à voyager, tout ça.
Fait que ça, il y a beaucoup d'avantages. Par contre, là aussi, les avantages, c'est elle commence quand puis elle finit quand la journée de travail. C'est sûr, comme entrepreneur, elle est tout le temps. Il y a beaucoup de temps quelque chose à faire. Fait que là, mais au moins, tu sais, de l'idée que tu prennes ton auto, puis tu ailles au lieu, tu prennes ton auto, tu reviennes du lieu, mais ça crée une coupure naturelle. Fait que ça, c'est déjà une des difficultés, tu sais. Plus de difficultés de décrocher. Puis c'est sûr que si je n'étais, en guillemets, qu'employé, puis j'avais juste mon temps à faire comme pour mon mandat, je verrais surtout des avantages. Mais comme entrepreneur qui est en train vraiment de mettre en place concrètement des idées au niveau de la culture d'entreprise, puis vraiment faire un grand coup avec ça, en voulant en 2020 vraiment se constituer une équipe avec une masse critique suffisante pour aller à la hauteur de nos ambitions. C'est sûr que là, je vois des avantages. Ouais. Puis dans ta gestion quotidienne, on a parlé tantôt, tu disais, c'est sûr que c'est pas facile le contexte actuel de la pandémie où je suis pas capable de faire un vrai port d'attache de mes bureaux comme je voulais. On a parlé du côté social de la chose, les dîners, les 5 à 7, les activités au pommes, tout ça. Mais mettons, toi, dans ta gestion quotidienne de tes employés, as-tu des choses que pour lesquelles tu as dû t'adapter dans ta façon de les rencontrer, de faire des rencontres individuelles en petite équipe? Y a-tu des choses concrètement que tu as dû mettre en place pour... Ça nous a forcé à réfléchir à ça puis mettre des éléments en place. Une des premières choses qu'on a faites, c'est mettre en place la machine virtuelle, la machine à café virtuelle, qui est en fait on utilise Microsoft Teams, on peut être d'autres outils, mais là, c'est très intégré avec les autres outils. Fait que c'est un canal, c'est une discussion. Puis au début, on travaillait là-dessus, tu sais, la machine à café virtuelle, puis à un moment donné, c'est devenu un peu lassant, mais on avait quand même aussi mis à l'horaire des rencontres statutaires hebdomadaires pour différents dossiers. Un pour l'administration, un pour le développement des affaires, un pour l'engagement ressources humaines. Que tu faisais, excuse-moi, François, avant la COVID aussi? On faisait ça déjà, on le faisait après. Déjà avant. Nous, okay. on donnait on disait, les mardis, c'était notre journée, puis on se réunissait aussi au bureau, ici au bureau, puis on avait toutes ces réunions-là dans l'horaire, on le faisait en personne. Okay. On a juste continué à les faire, mais virtuels. Fait que dans le fond, on a créé des salles ou des rendez-vous récurrents. Puis là, tu arrives à l'heure, tu communiques, puis là, tu es dans ta salle virtuelle. On continue, donc c'est les mêmes. On utilise beaucoup des mêmes outils pour ce qui est de l'organisation du travail, gérer les tâches à faire, tout ça, puis les suivis. Parce qu'on utilisait déjà des outils informatiques. Mais là, on fait plus la rencontre en personne. Mais le reste, c'était déjà en place, on s'est juste un peu adapté. Sinon, pour ce qui est des rencontres plus individuelles, pour ce qui est de l'équipe interne, moi j'assiste dans la mesure où je suis capable, si j'ai pas d'autres engagements. J'aime bien assister à ce qu'on appelle le stand-up. En méthode agile, c'est une cérémonie au quotidien où chaque personne répond à la question: qu'est-ce que tu as fait hier, tu fais quoi aujourd'hui, as-tu des bloquants, as-tu besoin d'aide? Juste pour faire le tour, s'assurer que tu sais ce que tu as à faire, puis que l'équipe sait ce que tu fais. Déjà, c'était une activité qui était faite quand les gens étaient réunis dans une même salle, mais on le fait tout à fait bien à distance. Fait que ça permet vraiment de garder le lien dans mon quotidien. Puis aussi de mesurer le moral. Là. Puis tu le vois bien, là, quand une heure, ça fait 2 jours, là, qui bûche après une bébelle, puis ça avance pas, tu le sais tout de suite. Là. Fait que tu peux tout de suite intervenir. Fait que ça joue aussi, pas sur je dirais, la culture d'entreprise ou les liens, du moins pour cette petite équipe-là qui travaille sur un projet ensemble, puis on peut se parler au quotidien. C'est sûr qu'il y en a d'autres, là, justement, ceux qui sont beaucoup dans l'humain, les coachs, là, ils la trouvent tough, là. Ouais, parce que les autres, leur outil de travail, c'est le contact humain. Ouais. Un peu comme toi, comme entrepreneur ou comme manager, avec ton équipe, tu disais tantôt, si j'étais simple employé, entre guillemets, je trouverais presque juste des avantages à travailler chez nous comme ça. Mais comme manager, il manque quelque chose. C'est un peu ça. Le coach, c'est un peu... Absolument. Il gère l'équipe, il enligne l'équipe, puis aussi, lui, il sent qu'il manque de quoi. Ouais, mais quelquefois que j'entends aussi des commentaires comme ça, que pour les managers, c'est plus difficile pour le télétravail. Parce que tu perds ce côté-là. C'est moins évident. Hein. Heureusement, nous, on n'est pas une si grande équipe. Au pire, tu décroches le téléphone, tu les appelles un à un, c'est encore possible. Ouais. Puis oui, je veux dire, on peut quand même se réunir au bureau, dépendant des règles de la journée, là, si c'est en zone rouge ou pas, mais avec le Purel et tout ça. Fait qu'ils ont quand même... Le local, les locaux ici, ils restent disponibles, les gens peuvent se rencontrer. On l'a fait, on rencontre des gens aussi pour des entrevues. On l'offre la possibilité. Est-ce que vous voulez le faire en personne? C'est encore possible, mais c'est ça, c'est rendu difficile. Fait qu'on perd, c'est un peu de ça. Moi, je suis curieux. Ça n'a pas vraiment de lien avec la crise COVID, mais peut-être ça peut en avoir un peu. Mais moi, je suis curieux de savoir comment tu évalues la performance de tes gens versus le fait qu'ils ne travaillent pas directement pour toi. Mettons, quand ils sont en mandat chez un client X, dans le fond, le service qu'ils offrent, c'est pour le client X.
Toi, je veux dire, est-ce que tu valides avec le client X? Comment ça se passe? Tu vois-tu c'est quoi le résultat de leur travail? Tu sais, ça m'intrigue. Ouais, ben ça, c'est un autre défi, surtout dans le contexte d'une consultation, parce que justement, tu travailles pas avec la personne, tu la vois pas au quotidien, c'est vraiment le client qui peut avoir ce regard-là. Fait que ça va beaucoup dépendre du client. Après avoir engagé une personne au niveau de l'administration, des ressources humaines, comptabilité, on a engagé quelqu'un qui est au niveau de la culture et l'engagement. Justement, pour qui c'est le travail de recruter les bonnes personnes, d'aider à bâtir la culture d'entreprise. Une des choses aussi, c'est la rétroaction. Fait que ça, c'est l'évaluation. Puis il est arrivé avec un concept d'évaluation 360 degrés. Okay. Fait que c'est l'idée que chaque personne va recevoir à des moments réguliers, là, sur une base périodique, des rétroactions qui vont venir de ses coéquipiers et coéquipiers dans la mesure où c'est des coéquipiers de notre entreprise, de son client, de nous aussi. Fait que la personne va recevoir de la rétroaction là, de 360 degrés. On dit, là. Fait que, oui, le défi aussi quand même d'aller chercher le feedback du client, mais c'est ça, on s'attend un peu à ça. Il faut qu'il y ait minimalement une conversation téléphonique entre nous et la personne qui voit cette personne-là au quotidien pour dire, ben, est-ce que ça va-tu bien, minimalement? Puis de ramener ce feedback-là à l'individu. Là. Fait que c'est comme ça qu'on fait l'évaluation. L'idée d'avoir un peu le point de vue de tout le monde. Regarde, tu fais partie de l'équipe. Tout le monde qui a eu à travailler avec cette personne-là, s'il vous plaît, donnez votre feedback. Oui. Mais ça prend, je trouve, ça donne une autre. Tu sais, souvent, quand tu m'entends le concept 360, en réalité, c'est plus 180. Là. Souvent, c'est comme l'employeur-employé. Toi, dans votre cas, vous, il y a vraiment. Il y a plus qu'une partie d'impliqué. Là. Tu sais, fait que je trouve ça intéressant de voir comment vous jaugez ça. Puis c'est-tu arrivé à un contexte où où toi, tu es satisfait d'un employé, mais que le client ne l'est pas? C'est-tu arrivé? Oui, c'est arrivé. Un cas de... Mais c'est ça, c'était un défi parce que on sentait que peut-être que le client, il allait pas être renouvelé. Ah, pourquoi? Bon, fait que finalement, c'est de retrouver le moment, de parler à la personne, puis d'avoir la discussion, puis comprendre ce qui s'était passé, puis là, de comment ramener cette information-là, puis de transformer une impression en fait, tu sais. C'est quoi finalement le feedback? Puis heureusement, c'est quelqu'un finalement en clientèle que je connaissais assez bien, j'ai pu le rejoindre personnellement puis il parlait. T'sais. Fait que ça a été un avantage. Je peux vraiment aller chercher un feedback, mais on a vraiment pu aussi le transmettre à la personne. Regarde, voici ce qui n'a pas bien été, puis qu'est-ce que tu peux améliorer. Ça vient du client, c'est nous qui le disons. Puis aussi une portion d'auto-évaluation, d'ailleurs, j'ai oublié dans le 360, l'autre personne que j'oubliais, c'est la personne elle-même. On va demander à la personne aussi de s'évaluer comment ça a été ce mandat-là de ton point de vue. T'sais. Voici le feedback, tu trouves-tu qu'il y aurait qu'on a cette discussion-là. Dans la mesure où on a un contact privilégié avec un représentant du client ou quelqu'un qui a peut-être déjà passé par la consultation, sait ce que c'est, et c'est comment c'est important de ramener le feedback, là, c'est plus facile à obtenir, mais c'est ça, c'est là qu'on a vraiment besoin de gens qui sont aussi... C'est peut-être une des choses, la prochaine étape qu'on veut développer, c'est ça, c'est des gens qu'on appelle le développement des affaires, qui soient des gens qui sont plus terrain, plus proches des décideurs du client, qui peuvent avoir cette relation privilégiée-là, pour s'assurer, premièrement, qu'on trouve les bonnes personnes, que les personnes qui sont assises là, qui travaillent avec l'équipe, puis font bien le travail demandé, qui sont satisfaits d'obtenir la rétroaction, puis d'aider à gérer les cas problèmes s'il y en a. C'est impressionnant comment c'est important pour votre organisation, ça, parce que vous êtes une entreprise quand même, 12 employés, c'est une bonne entreprise, mais c'est pas une grande entreprise, puis vous avez quand même quelqu'un qui est assigné vraiment à l'engagement et à la culture d'entreprise. Ça, c'était une décision décision stratégique. Là, je sais pas, j'utilise le terme, ça a l'air pompeux, mais c'est vraiment une réflexion en disant OK, il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais c'est juste la logique de focuser sur les gens en premier. Il faut engager des gens. Il faut aller chercher. La première personne qu'on embauche, c'est la personne qui va nous aider à embaucher des gens. C'était juste logique. Parce que c'était la seule façon d'arriver à nos fins. Donc, pourquoi qu'on veut croître aussi? C'est pas croître pour croître, c'est croître pour arriver à une certaine taille, qu'on puisse s'attaquer à des problèmes, disons, chez les PME, chez nos clients de grandes entreprises, qu'on a envie de faire. Tout ce qu'on voit qu'on pourrait faire, le potentiel qui est là, puis qu'on peut pas développer parce qu'on n'a pas les gens. Fait que là, c'est d'arriver à la taille suffisante pour dire, OK, j'ai des gens en assurance, j'ai des gens en défense sécurité, j'ai des gens au bureau qui travaillent sur des projets. Puis là, d'un coup, il y a une PME qui a un problème. Oui, il reste du monde, on peut l'aider. Fait que c'est d'avoir l'ambition d'avoir un noyau d'une certaine taille, de façon tout à fait, juste parce que ça rimait. Il fallait arriver avec un chiffre, c'est quoi l'objectif? On va être 20 en 2020. Bon. Ouais,
C'est juste que ben, passer de 12 à 20, pourquoi pas? C'est un objectif ambitieux parce que c'était quand même serré dans le temps qu'on a nommé cet objectif-là. Bon, la COVID fait en sorte que ça n'arrivera pas. Mais tu sais, c'était un peu ça. On disait, faut le nommer. Moi, je me dis que c'est Caroline, ça serait peut-être une taille qui serait intéressante. Fait que là, c'est ça. Fait que rapidement, c'est arrivé avec l'idée, ben, il faut trouver la personne qui va nous aider à aller chercher ces gens-là. C'était une grande fierté, d'ailleurs, pour nous, de réussir à aller chercher cette personne-là qu'on avait en vue. Je la voyais aller, puis hey, tabarouette, puis cette personne-là, hey, j'entends qu'elle est disponible. LinkedIn, puis 2 semaines après, elle était chez nous. Ça, c'était vraiment une belle fierté pour nous. J'ai peut-être une question, François, à rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu as dit 20 en 2020, mais ça n'arrivera pas à cause de la COVID. Puis c'est quoi la principale raison? Qu'est-ce que la COVID... C'est quoi le principal effet de la COVID là-dedans? Ben, je pense que tout le monde retient son souffle. Tout le monde est un peu, comme je disais, tu sais... en fait, aussi, c'est un peu dans le cycle normal des affaires en consultation. Déjà, l'été, c'est un temps mort. Les gens sont en vacances. C'est pas le temps de faire des appels puis pour proposer des ressources ni pour savoir de quoi il s'agit, le mandat. Là, j'ai dit le mot ressources, mais c'est un mot que j'essaie d'éviter. Faites appeler les doigts à l'interne. Non, c'est ça, on parle de conseiller. Bref, fait que tout le monde retient un peu son souffle. Déjà avec l'été, puis après ça, déjà c'est un temps mort, la COVID après ça. Fait que ça fait juste, tout le monde retient un peu son souffle. Fait que là, tu essaies, des gens qui seraient peut-être intéressés à changer d'entreprise, par exemple, ben là, ils vont peut-être être plus réticents, regarde. Pour l'instant, j'attends. Je veux pas rajouter un autre risque dans ma vie déjà, je sais pas trop où je m'en vais. Fait que je pense qu'il y a un peu de ça. Dans les projets aussi, il peut y avoir ça. Mais ce qu'on voit bien, c'est que là, maintenant, on dirait qu'on a repris un peu notre souffle. Surtout au niveau des projets. Avec l'automne, on voit ça aussi dans notre cycle naturel. Arrivé à l'automne avant les fêtes, le monde se rend compte, bon, on a tout ce budget-là, puis on l'a pas dépensé. Là, il faut changer de vitesse, là. Fait que là, les demandes de ressources sortent, des ressources externes pour les entreprises. Fait que, puis là, je me demandais cette année si ça va-tu arriver encore, malgré la COVID. Fait que là, oui, ça arrive encore. Ça arrive encore. On le sent, il y a encore un besoin. Mais nous, on n'a pas réussi quand même. On n'a pas réussi, pendant ce moment-là où les gens retenaient leur souffle, à vraiment atteindre nos objectifs. En fait, de rencontrer des gens, puis embaucher des gens. Puis aussi, une petite gêne à engager tout de suite une personne. Malgré ce que j'ai dit, c'est, on trouve la bonne personne, on l'engage tout de suite. On la placera après. Mais ça nous a un petit peu... même vous aussi, vous retenez un peu votre souffle là, par rapport à... On a quand même fait des embauches, mais comme on sentait pas l'aller-retour, comme ça, OK, on a un besoin, on est capable de combler quelqu'un rapidement, on sentait que ça coinçait. Fait que nous aussi, on a retenu un peu notre souffle, on va attendre que ça passe un peu, puis on verra. Mais là, on sent que ça reprend. Que on peut revenir à la stratégie A. Engagé, on 20 en 2021. Ouais, c'est ça. On dit 20 en 2020. 2020-2021. Ouais, c'est ça. On va faire le 21 en 21. Ouais, 21 en 21. C'est ça. De toute façon, il y a beaucoup de gens, moi, que j'ai entendu que leur planification stratégique qui se terminait en 2020, ils l'ont poussé en 2021, pas juste à cause du temps, parce qu'ils ont dit on veut que rien soit associé à 2020. Okay, fait qu'on va tout pousser en 2021. C'est comme les buildings, il n'y a pas d'étage numéro 13. Non, il n'y aura rien d'accompli en 2020. Personne ne veut s'associer à cette année-là. Comme les Jeux Olympiques, l'année prochaine, ça va être les Jeux Olympiques de 2020, même si c'est en 2021. L'Euro aussi au soccer. Mais là, peut-être qu'à rendu, ça va être loin. On enlève-tu 2020 et puis on dit-tu que c'est 2021? Ouais, c'est ça. C'est un épitaphe qu'on ne va pas avoir, là, ça c'est clair. Là. Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant que vous ayez mis une ressource à ça. Fait que, je pense que ça vous enligne vraiment pour atteindre vos ambitions, c'est clair. Là. C'est quoi le plus grand frein, tu penses, là, à atteindre ces ambitions-là? Parce que moi, ce que j'entends, c'est que le nombre d'employés, c'est un peu presque un catchphrase que vous avez fait. Ton objectif, c'est plus de croître, puis de rayonner, puis d'avoir... mais ça serait quoi ton plus grand frein? Qu'est-ce qui t'empêcherait d'atteindre ce que tu veux atteindre, tu penses? Ben, la pénurie de main-d'œuvre, c'est sûr, c'est un frein. Je veux dire, il n'y a pas assez de monde pour toute la job à faire. Fait qu'on tout le monde veut se les arracher. Puis, tu sais, quand t'as aussi... quand même ta compétition, c'est des entreprises de plus grande taille qui peuvent offrir des plus grandes conditions, mais ça peut attirer des gens qui sont rendus dans leur vie puis qui disent ben regarde, j'ai peut-être déjà donné dans la petite entreprise, là je veux fonder une famille, je veux des choses plus stables, oui, je veux le gros package d'assurance. Fait que c'est tirer son épingle du jeu dans ce contexte-là, ça peut être plus difficile. Fait qu'il y a peu de personnes disponibles pour tous les emplois. Fait que comment qu'on se démarque? Ben notre façon de se démarquer, c'est de dire justement oui, tu pourrais aller joindre une grosse entreprise puis être un numéro dans cette grande entreprise. Nous, on veut être... on est la petite entreprise, mais on a quand même, malgré les ambitions de croissance, d'être la petite entreprise de service conseil où c'est cool de travailler.
C'est ça qu'on veut. Fait que c'est plus au niveau du branding, de dire viens chez nous, puis c'est oui, la job va être le fun, mais aussi la gang va être le fun, puis l'environnement va être le fun. Fait qu'on c'est un peu ça l'idée, c'est de dire on va bâtir ça ensemble. C'est vraiment Puis comme individu, tu peux faire une différence parce qu'on va t'impliquer dans les décisions aussi. Fait qu'ici, tu es un peu moindrement entrepreneur. Puis tu dis, comme entrepreneur, j'aurais peut-être pas osé, mais au sein d'une organisation qui m'appuie puis qui me laisse avoir mon mot à dire, puis partie prenante des décisions, ça, j'embarque. C'est d'aller chercher des gens comme ça. On va se démarquer. Puis... Qu'est-ce que François d'aujourd'hui donnerait comme conseil à François qui sort de l'école dans le temps? Par rapport à l'entreprise? Tout ce que tu as vécu, par rapport à tout ce que tu as vécu, là, c'est quoi tu dirais? Tu dis, ça, fais attention à ça, ça, fais pas ça, ça. Ouais, je sais pas. Ou quel conseil donnerais-tu aux jeunes entrepreneurs qui veulent s'en aller dans les startups en technologie? Là? C'est ça, j'essaie de voir, moi, s'il y a-tu, par exemple, des erreurs que j'éviterais. Pas de temps. Je trouve que j'ai un beau parcours. Moi, j'ai trouvé, c'est une chance aussi, à un moment donné, de tomber dans une organisation. La première, j'ai 5 ans en vraiment apprendre son métier, là, d'être les mains dedans, puis d'avoir beaucoup de responsabilités, mais c'était un peu un coup de chance. J'ai trouvé cette entreprise-là, ils m'ont choisi. Mais ça m'a donné énormément. Ça a été très, très formateur. Fait qu'en fait, peut-être un conseil, c'est dès que tu sors de l'école, arrange-toi pour rendre ça concret rapidement. Okay. Fait que peut-être, par exemple aussi, moi j'ai fait un MBA plus sur le tard, après avoir vécu beaucoup d'avoir travaillé en entreprise, d'avoir eu des véhicules au niveau vraiment terrain, versus peut-être quelqu'un qui le ferait, puis je sais que le MBA, c'est pas nécessairement recommandé, il s'assure que tu as une certaine expérience en entreprise, mais quelqu'un qui le ferait quasiment tout de suite après son bac. Fait que certainement l'idée d'aller chercher vraiment une expérience terrain, les deux mains dans la machine. Je trouve ça c'est un bon conseil. De développer ses habiletés politiques. Aussi, on dit beaucoup habileté politique, ça sonne un peu manichéen, mais c'est vraiment plus c'est plus dans le savoir-être. Là. Moi, j'ai tendance aussi peut-être des fois à avoir la répartie facile. Ce qui est un avantage, qu'on m'a dit, dans bien des situations, mais des fois, tu peux dire des choses peu regrettables. C'est que tu vois, peut-être que je peux plus retenir le filtre tombé. Peut-être, c'est ça. Fait que des fois, je peux être pro. Ça m'a servi, j'imagine, dans bien des occasions, mais des fois, tu vois, ça, là, c'était pas nécessaire. Fait que... T'aimerais ça pouvoir stopper l'enregistrement dans ça. On vient en vrai. Puis, sinon, conseil vraiment très pratico-pratique d'entrepreneur, c'est essaye pas de développer toi-même ton système de paye, tu sais. Tu peux donner ça à l'externe, c'est pas vraiment core. Un conseil à un entrepreneur développeur, hein? C'est vraiment ça. C'est ça. Développe pour les autres, pas pour toi. Tu peux développer tous tes outils internes, puis on serait capable de le faire, mais le service de paie, c'est pas sûr, c'est une bonne idée. C'est intéressant. Steven, t'avais-tu autre chose que tu voulais ajouter? Ou? Peut-être, juste encore, je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire. Tu as parlé du MBA tantôt. Qu'est-ce que tu es allé chercher, toi, c'est une bonne question. Au MBA? Qu'est-ce qui te manquait? Pourquoi tu es allé? Étonnamment, à un moment donné, je me suis rendu... en fait, à un moment donné, je m'étais mis dans l'idée que je ferais ça, là, une maîtrise. Je me demandais juste si j'allais faire continuer technique, en génie logiciel ou du côté des affaires. Puis, je m'ennuyais, en gros, guillemets, pas de temps, mais un peu de l'école, tu sais, de suivre des cours puis faire des examens. Je veux dire, c'est quelque chose je réussissais bien. C'est quelque chose que j'aimerais peut-être revisiter. Je sentais que je me suis dit, je suis peut-être mieux de faire côté affaires, parce que je sentais que j'avais quand même beaucoup de lacunes côté administration, tu sais, des cours comme du marketing. J'ai aucune idée c'était quoi, vraiment. C'est intéressant, ça. Fait que je me dis, dans le fond, je vais pas aller, tu sais, je me trouve pas si pire par rapport à du côté développement des logiciels, du côté technique, ça va. Là, je sentais que j'avais peut-être besoin de voir autre chose, plus côté administratif. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi l'MBA. Fait que oui, tu sais, fiscalité, comptabilité, finance, marketing, tous ces éléments-là. Retomber aussi dans des cours de statistique, un outil mathématique qui me sert plus que tous mes cours de calcul différentiel intégral. C'est clair. Wow. C'est là que j'étais allé chercher ça. J'étais un peu aussi réticent à l'idée que l'NBA, il y avait beaucoup de travaux d'équipe. Ça me tentait pas. Moi, je voulais faire ça à distance, aller à l'école le moins souvent possible. Finalement, j'ai fait des belles rencontres là, à travers les travaux d'équipe. Dont un avec qui on a eu une collaboration, puis finalement, il
je me suis trouvé à faire des présentations. Après qu'il a fini son MBA, il a commencé une nouvelle job, puis on a gardé contact. Je m'attendais vraiment pas à ça, le genre de rencontre que j'ai faite là. Puis c'est là aussi, surtout, des gens qui font l'MBA plus sur le tard, justement, ils arrivent avec une expérience, puis ils apprennent énormément d'eux. Fait que ça, je m'attendais pas à ça. J'y avais pas vraiment réfléchi à ces termes-là. J'étais un petit peu aussi, je me dis, je vais le clencher, je vais aller chercher ce que j'ai besoin. Puis, tu sais, je le voyais comme un exercice assez égoïste jusqu'à un certain point. Mais j'ai été surpris de voir jusqu'à quel point. En fait, si c'était à refaire, probablement que je opterais peut-être pour un programme où je l'aurais peut-être fait plus, pas plus lentement, mais donner plus de place à la rencontre. Ça t'a apporté plus, en fait, que tu pensais pendant que tu le fais. C'est un peu ça, je comprends. Ouais, exactement. Je m'attendais pas à ça. Ça m'a surpris. Fait que oui, aller chercher, tu sais, un enseignement, plus côté administration qui me manquait, où je sentais qu'il me manquait, mais aussi des belles rencontres. Puis, il a été surprenant. Peut-être une question qui me vient en tête. Qu'est-ce que tu dirais, là, j'en reviens un peu sur la COVID, puis ce qu'on vit actuellement, là, sur la COVID. Ça serait quoi la principale affaire qui te gosse par rapport à la COVID? C'était quoi le principal inconvénient pour toi depuis, mettons, le printemps, le contexte de la COVID? Là? On a parlé de plein d'affaires, là, mais si tu avais une chose à dire. Là. Ouais, c'est... tu sais, que ça soit un peu imprévisible, tu sais, fait que bon, c'est qu'aujourd'hui. Fait que là, c'est difficile de prendre des décisions sur des bases de choses qui sont en constant changement. Fait que c'est les règles aussi par rapport au rassemblement, tu sais, parce que c'est ça, là. Tu sais, on dit qu'on est très dans les relations humaines. Fait que ce qui est gossant, c'est d'être obligé à cause de l'évolution des choses, d'essayer de planifier un peu d'avance. Bon, dans 2 semaines, on se fait un 5 à 7. Dans le fond, on se prévoit des rassemblements pour justement donner la chance aux gens de se voir, puis se côtoyer, puis travailler sur notre culture d'entreprise. C'est créer quelque chose. Fait que ça, je trouve ça gossant, je trouve ça plate, je trouve ça dommage. Mais bon, c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, venant de quelqu'un en plus pour qui la gestion du changement fait partie de ton, tu sais, je veux dire, gérer le changement, ça fait partie de ton ADN de ton entreprise. Fait qu'on peut imaginer des gens qui sont pas, tu sais, qui ont pas, comment je veux dire, des gens qui vivent pas du changement autant que toi, tu sais, qui changent de mandat, qui embauchent. Fait qu'imagine quelqu'un dans un monde un peu plus rigide, mettons, avec moins de changement, comment ça peut être vraiment, vraiment embêtant ce qu'on vit présentement, là. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, c'est comme, ça fait partie de ta vie, en fait, le changement, puis malgré tout, ce que tu me dis en premier, c'est le changement ou l'incertitude est embêtante, tu sais. Ouais. C'est quand même gros ce qu'on vit, là. C'est sûr que sur le plan personnel, tu sais, à un moment donné, puis en consultation, puis en logiciel, tu te dis, ben, tu sais, il y a une constante, c'est le changement. Fait que, à un moment donné, ça, tu l'as déjà, tu te l'as approprié, cette réalité-là. Mais, de point de vue administration, gestion du temps, souvent, quand même, il y a une certaine stabilité, là, que tu mets en place, ouais, je comprends. Juste organiser des réunions, tu sais. C'est vraiment la portion logistique de tout ça. Fait que moi, sur un plan personnel, oui, bon, ok, c'est les règles du jour ont changé le lendemain, d'accord. Ça m'affecte pas tant sur le plan personnel. C'est vraiment juste pour essayer, dès que t'es plus que ta petite personne, tu essaies d'organiser un événement, une rencontre, quelque chose. Comme manager, justement. Comme gestionnaire. Le rôle du manager, du gestionnaire c'est embêtant. On essaie de bâtir de quoi ensemble, en tant qu'humain. On essaie de bâtir une équipe, on essaie de travailler ensemble. Fait que là, il faut se donner des points de rendez-vous, des points de rencontre, des points de discussion. Puis c'est ça qui est embêtant, le plus. Parce que ça, on se fait vraiment couper les jambes à ce niveau-là. C'est sûr qu'en tant que manager, des fois, on se retrouve à vivre les problèmes de nos employés. Là, tu sais, mettons qu'on a des employés qui vivent des grands défis, qui ont des grands, qui vivent un dérangement important dû à la COVID, ben des fois ça va rayonner sur nous aussi. Là, il y a des gens des fois que ça va les affecter profondément. Puis moi je trouve que en tant que manager, ce que j'ai toujours dit, ce qui nous différencie des autres types d'employés dans la vie, c'est que nous on n'est pas capable de puncher out à 5 heures. T'sais. Le problème qu'on a vécu, l'interaction qu'on a eu avec quelqu'un, on l'amène à la maison, on reste dans l'auto, et c'est dur de la sortir de notre tête. Puis quand on se couche le soir, des fois on va être encore en troubleshooting d'individus. Puis souvent c'est ça. Fait que j'imagine que ça c'est exacerbé dans un contexte comme ça parce que on en a des gens qui vont vivre des grands chamboulements puis qui vont être dérangés par ça. Ouais, puis on perd le contact en plus, fait que en plus tu sais peut-être qu'il vit une grande difficulté, mais tu le sens à distance, mais là OK, je fais quoi pour l'aider, puis en même temps aussi la personne elle t'appelle de chez elle, là, tu sais, ça m'appartient pas là ça, cet élément-là. Fait que oui, je veux t'aider mais il y a des limites, fait
Non, c'est des défis importants. On essaie, nous, de faire ce qu'on peut en essayant, tu sais, regarde, si t'as besoin d'aide à t'organiser à la maison, au niveau des outils, l'environnement de travail, des affaires, tu sais, qui sont dans le monde du matériel, ça, il n'y a aucun problème, c'est facile. Tu sais, passe une commande sur Amazon. Puis il faut faire ça livrer chez vous, mais au-delà de ça, tu sais, je vis de l'angoisse par rapport à ça. Ouf, là, on peut difficilement intervenir à ce niveau-là. Puis on se dit, sans dire que ça guérirait tout, mais on peut au moins changer d'idée, viens prendre une bière. Mais non, la célèbre bière. Ça, c'est bien des dommages, bien des problèmes. Ouais. Moi, je pense que c'est la troisième, souvent, qui règle les problèmes. Mais bon, c'est ça. Puis inversement, François, y a-tu quelque chose que la COVID a amené dans ton quotidien que tu dis, ben ça, il a fallu qu'on s'adapte de telle façon, qu'on fasse telle affaire de telle façon, puis je pense qu'on va garder ça même après la pandémie. Puis c'est une bonne chose. Vois-tu quand même quelque chose de positif? Ben, cette possibilité-là de communiquer, peu importe où les gens sont, sur une base régulière, ça, je trouve que c'est un concept intéressant. Justement, si les gens sont en mandat, ben, pourquoi qu'on se prendrait pas l'habitude de se dire, ben, regarde, au moins, je sais pas, moi, le mercredi à 9h, t'as-tu accès à quelque part à Internet, branche-toi, puis on va se faire un petit coup de pouce. Fait que ça, c'est intéressant. Si de plus en plus le moyen de communication, la visioconférence, avant il y avait des salles spécialisées pour ça, puis tu dois la régler. Ça coûtait une fortune, c'était compliqué à installer, puis non, c'est ça. Là, tout le monde a ces outils-là à porter, puis on a tout eu... on a tous été forcés à s'habituer à les utiliser. Fait que ça, c'est comme acquis. Fait que intéressant. Fait que ça devient un outil. Fait que justement, dans un contexte où on veut garder des contacts avec des gens qui sont pas colocalisés, OK, ça, on va garder ça. C'est super. Puis sachant qu'on n'a pas obligé de former les gens, ils ont été auto-formés par la COVID. C'est clair. Ça, c'est intéressant. Même chose avec les contacts, peut-être avec les clients. Peut-être c'est plus facile maintenant. Il est déjà sur Teams. Bon. Ça va peut-être être plus facile de le rejoindre qu'essayer de le retrouver dans l'annuaire téléphonique d'un système que tu connais pas ou il faut que je le trouve par son titre, je le sais pas, j'ai juste son nom. J'ai sa carte d'affaires. Non, c'est tout. Ouais, j'ai plus carte d'affaires. Ouais, c'est ça. Fait que je rejoins comment le client est insaisissable. D'un coup, peut-être qu'on peut se croiser virtuellement. Fait que ça, c'est peut-être des choses qui vont rester. Puis ce qui est un peu paradoxal, parce qu'on n'a jamais eu autant de moyens de communication qu'aujourd'hui. Mais tu sais, la frustration d'être devant l'écran chez vous, puis là, bip, 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 ça bip de partout, des bips différents. Qu'est-ce qui vient de biper? Tu LinkedIn, Facebook, Teams, tu courriels, mon téléphone. Ça vient d'où ce bruit-là? Puis là, elle cherche, moi j'ai tant des millions de fenêtres ouvertes, puis ça vient d'où ça? Fait que ça, c'est un peu notre paradoxe. C'est qu'on on n'a jamais eu autant de moyens de communication qu'aujourd'hui, puis on se trouve être frustré par ces moyens-là. Comme là, essayer, il me semble que j'ai eu une conversation avec cette personne-là. C'était-tu en personne? C'était au téléphone? C'est quand? Quelle conversation? Teams? C'était-tu dans Zoom? C'est par courriel? C'est Messenger? Non, c'est vrai, c'est vrai. OK. Fait que heureusement, tu sais, il y a certains outils qui sont intégrés. Tu peux faire des recherches à travers tout ça, puis finalement te retrouver parce que tu te souviens d'un mot-clé. C'était par courriel, finalement. Mais sinon, ça serait une amélioration. C'est clair. À apporter, trouver une façon de régler ça. Écoute, François, on a fait un bon tour de piste, je pense. Ça fait mine de rien, le temps file. Puis moi, je peux juste te remercier de t'être prêté à l'exercice et d'être ouvert comme ça. Tu as été d'un très bon joueur, puis tu as été très généreux dans tes commentaires. Puis moi, je trouve, en tout cas, moi j'ai appris à connaître une entreprise que je connaissais pas, puis que j'ai vraiment pas le portfolio pour aller travailler avec toi, mais ça me donne le goût d'y aller. Je trouve que c'est vraiment le fun. Puis c'est important pour toi la culture d'entreprise. Puis je retiens les affaires comme ça. Vous avez pris une ressource très tôt dans votre cheminement. Puis ça, c'est un plus, c'est vraiment fort. Puis je pense pour certaines personnes, ça peut être inspirant. Là, il y a des entreprises qui ont beaucoup plus d'employés que vous qui n'ont pas pris cette décision-là, puis ils devraient peut-être déjà la prendre. Là. Fait que ça, je trouve ça super intéressant. Puis j'aime bien, en tout cas, je sais pas ce que tu as retenu, là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment interpellant. Ouais, puis le côté, quand on parlait tu disais pour attirer des gens, puis de les sélectionner, tu sais, d'axer beaucoup sur le savoir-être, puis sur les valeurs, tu sais, c'est, effectivement, il y a des grandes entreprises qui n'ont pas nécessairement été bâties comme ça, puis j'imagine que ça doit être assez difficile pour eux de faire un virage comme ça aujourd'hui, puis je change ma culture, puis je change ma façon de voir les choses. Tu as la chance, entre guillemets, là, sans t'enlever aucun mérite, mais je veux dire, de pouvoir le mettre en place dès le départ, puis de pouvoir croître avec ça, puis de prendre les moyens de le faire. Moi, c'est ça que je retiens que... Puis je trouve aussi que
les discussions qu'on a eues aussi autour de la COVID sont assez éclairantes pour les gens qui nous écoutent parce que, tu sais, il y a du bon, il y a plus de mauvais, mais il y a du bon apporté par le contexte. Puis, tu sais, il faut qu'on essaie de garder, de tirer profit de ce qu'on est obligé de s'adapter puis qui devrait nous aider après. Tu parlais entre autres des moyens de communication, tout ça. Puis ça s'applique tellement bien à ton contexte où les gens travaillent, tu sais, à part ton centre de développement interne dont tu parlais, les gens sont quand même à la base éparpillés un peu, là, tu sais, dans la région, là, puis même ça peut être en dehors de la région. Ça donne quelque chose d'intéressant de s'habituer à utiliser les outils de communication. Mais non, ça, j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Moi, je pense qu'on va faire un t-shirt 21 employés en 2020. 21 à 21. Parfait, ça. Merci François. C'est plaisir. Merci François, merci beaucoup. Alors voilà, c'était notre tout premier épisode. On espère que vous avez apprécié. Alors, on a eu beaucoup de plaisir à le produire, à faire ce premier entretien. Puis on a déjà très hâte de vous présenter les prochains. Et je vous invite d'ailleurs à visiter notre site web au garneauferland.ca pour en savoir plus sur nos prochaines rencontres. Merci d'être là. À bientôt.